Welcome, everybody. My name is Sue Wong, and I'd like to welcome you to the session, Bridging Gaps in Hepatitis B Care and Treatment, Bringing Science and Affected Communities Together. My name is Sue Wong, Program Chair of the World Hepatitis Summit, and we're... Les fossés entre le traitement de l'hépatite B via le fait d'associer les communautés affectées et la science. J'aimerais présenter la co-présidente de cette séance, Philippa Easterbrook. Bonjour, je suis du programme global de lutte contre l'hépatite et j'espère que cette séance produira des résultats fructueux. Donc, nous allons aborder ce thème, d'identifier les fossés ou les brèches entre le traitement, enfin, la prise en charge et le traitement de l'hépatite B via la relation entre les communautés et la science. Nous aborderons notamment la manière dont les expériences relatives au VIH peuvent être utilisées au profit de la lutte contre l'hépatite, ainsi que les initiatives de réponse décentralisée à la propagation de la maladie. Sans plus attendre, je vais transmettre la parole via une vidéo à Haile Michael Desalegn de l'hôpital St. Paul. Merci beaucoup au sommet de lutte contre l'hépatite de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je suis le docteur Haile Michael Desalegn de l'hôpital Saint-Paul. Je vais essayer de mettre en évidence comment la situation s'est déployée en Éthiopie. L'Éthiopie est donc un pays situé dans la partie est de l'Afrique, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, et on estime la prévalence d'hépatite B à 9,4% de la population, ce qui signifie plus de 10 millions de personnes affectées par la maladie. Nous voyons ici les zones les plus affectées, celle du nord-est en particulier, Afar, où nous avons 28,8% de prévalence de l'hépatite B. Dans le reste, nous avons dans la partie sud-ouest un département où ça atteint les 13%. Les lacunes qui existent, c'est notamment la connaissance des modes de transmission qui sont souvent ignorés. Il y a quelques éléments de preuve, notamment les contacts intimes entre les enfants en très bas âge, les pratiques risquées, notamment locales, par exemple la circoncision ou la scarification, la pratique de percement corporel qui existe dans différentes régions, les relations polygames, l'existence de plus en plus grande des tatouages. Et nous nous retrouvons dans certaines villes avec une prévalence de parfois plus de 90% de maladies sexuellement transmissibles, alors que l'intervention institutionnelle est encore plafonnée à un niveau faible de moins de 20% des cas pris en charge. En termes d'autres lacunes ou d'autres interventions qui peuvent être assumées, nous avons la vaccination qui jusqu'ici n'est pas mise en œuvre. Il n'y a pas de vaccination pour les adultes envers l'hépatite B, pas non plus de vaccination via des doses à la naissance. En termes de diagnostic et de thérapie, le paiement doit être assumé individuellement par les patients, autant pour le diagnostic que pour les thérapies médicamenteuses. Et on envoie à l'étranger les échantillons prélevés pour effectuer des tests, ce qui là aussi est coûteux. Il n'y a pas encore l'adoption de lois antidiscriminatoires envers les patients ou les personnes dont on pense qu'ils sont porteurs de la maladie. En Afrique, globalement, seulement 2% des Africains qui souffrent d'une hépatite B chronique ont reçu un diagnostic et 0,1% a reçu un traitement. Dans le cas d'Éthiopie, le diagnostic
n'atteint pas même 1% de la population. Et là aussi, nous en sommes à un niveau de 0,1% qui a reçu un traitement. Dans le cas des pays développés, on parle de 18 à 19% de diagnostics effectués et 2 à 3% de traitements reçus. En termes de recherche, a été identifié un manque de cohortes longitudinales à partir desquelles des études ont pu être réalisées dans l'Afrique subsaharienne. Également des analyses sur les relations coût-efficacité, telles que un dépistage à grande échelle, la mise en relation avec les soins, le traitement et les suivis pour éviter des complications dans le futur qui ont un impact sur la mortalité et sur la possibilité de contracter d'autres maladies transmissibles. L'espoir est qu'il puisse commencer à y avoir des investissements pour prendre en charge ces facteurs de risque à un âge déjà plus bas, afin que, spécialement dans les pays où prédomine l'hépatite B, puisse être contrer la tendance actuelle à une population dans sa grande majorité qui n'a pas même été diagnostiquée comme porteuse du virus. Au nombre des défis, nous pouvons noter le faible degré de conscience dans la population et une question d'attitude également. Beaucoup de patients sont encore réticents à recevoir un traitement médical qui passe par des technologies avancées et il s'agit alors de l'intégrer avec un traitement initial qui est plus de type phytothérapeutique et traditionnel ou traditionnel. Il est important aussi de faire appel à des marqueurs qui ne soient pas invasifs, notamment pour l'évaluation des fibroses. Les outils disponibles sont rarement disponibles et les patients souffrant d'hépatite B se basent habituellement uniquement sur une évaluation reçue en clinique. Les recommandations que nous formulons sont le fait de développer des stratégies de dépistage pour identifier les cas, ainsi que l'adoption de lignes directrices basées sur les ressources disponibles, les ressources accessibles, et sur le contexte du pays. Par exemple, des tests basés sur des biopsies du foie comme marqueur de la fibrose, la réalisation de tests basés sur l'acide nucléique, plutôt que d'employer d'autres techniques, ainsi que effectuer des démarches de tests qui soient basées réellement sur les données du continent africain et qui passent par des techniques non invasives de tests et effectuer un effet levier à partir des ressources disponibles pour intégrer les programmes, non seulement en termes d'hépatite, mais également de VIH. C'est ce que nous avons commencé à faire dans le cadre de notre programme pilote. Les stratégies passent par la volonté politique, qui doit toujours exister, et l'engagement, une augmentation du financement gouvernemental pour les programmes en matière d'hépatite, l'intégration aux programmes existants et le programme EthnoRep, le fait qu'il mette en œuvre un programme pilote, ce qui a déjà commencé depuis 2015. Nous avons lancé ce programme et il est en cours en réalité de mise à l'échelle, d'augmentation de volume dans différentes régions. En conclusion, il est important de mettre en œuvre un vaccin avec les doses à la naissance, des stratégies de dépistage augmentées pour atteindre 80% de la population et de suivre les lignes directrices adoptées qui puissent être mises en œuvre au niveau local dans le domaine du traitement. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Ali Mitchell. J'aimerais maintenant me tourner vers le Dr. Fuxiang Hui, qui travaille en Chine
était un collègue auparavant ici au quartier général du programme global de l'hépatite et qui va là aussi nous parler du traitement en Chine et de la façon dont il est déployé. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Je suis le Dr Fu Qiangchu de l'Université de Pékin. Je suis heureux d'être parmi vous pour présenter les soins assurés dans le domaine de l'hépatite B en Chine. La prévalence de l'hépatite B en Chine, à partir d'estimations, est présentée dans cette diapositive. On voit qu'elle atteint 7,2%. Dans la population générale et 0,2% dans le cas des enfants de moins de 5 ans. Le fardeau ou le poids des infections par hépatite B doit être appliqué, bien sûr, aux dimensions de la population chinoise. Il est question ici de 86 millions de personnes infectées par l'hépatite B chronique, ce qui est donc énorme. 900 000 d'entre elles développent chaque année une cirrhose et 300 000 également une maladie du foie, un cancer du foie. Quelle est la politique en termes de dépistage et de traitement? Le Conseil d'État a développé une initiative qui se déploie de 2019 à 2030, qui s'appelle Chine en santé. Le gouvernement a aussi publié un rapport en 2022 pour augmenter la prévention et les services de traitement de l'hépatite, ainsi que d'autres maladies infectieuses. Dans le cas des ministères, le ministère de la Santé, en 2017, a déployé un plan d'action pour la prévention, les soins et le traitement de l'hépatite virale. Et il a également publié des lignes directrices en tant que ministère de la Santé. Para la prevención de la transmisión, perdón, hay unas guías también para prevención de la transmisión. Voici des données sur la série d'interventions dans la chaîne du soin pour les infections par l'hépatite B. Nous voyons que, en termes de diagnostic, on en est encore à environ 18% de la population affectée qui est diagnostiquée, moins de 20%. Les données relatives au traitement via antiviraux en Chine et le fait que le traitement en question revient à $220 mensuels au départ, et grâce à une négociation qui a porté sur les prix au niveau national de ces médicaments, ça a pu être abaissé à $75 mensuels à partir de 2016. Et à nouveau, à la suite d'un achat groupé et centralisé, à $1,50 à partir de 2019, voire moins de $1 mensuel depuis 2019. Donc, le prix à supporter par les patients a été réduit d'une manière incroyable, d'une manière excessivement radicale. En termes d'efficacité de l'intervention, une stratégie de dépistage universel de l'hépatite B a été mise en pratique, qui passe par 5 tests entre l'âge de 18 et de 70 ans. À partir de 2021, et l'objectif est d'aboutir en 2026 à une réduction sensible d'un pourcentage de la population qui n'a pas été diagnostiquée. Le premier aspect est que, en termes d'efficacité, ce dépistage est effectif, oui, et non seulement effectif, mais efficace, indépendamment du degré
d'information et de l'année à partir de laquelle la mise en contact avec les données relatives à la sensibilisation relative à l'hépatite s'est produite. Les 5 tests qui sont mis en pratique entre l'âge de 18 et celui de 70 ans ont pris le processus a pris son lancement en 2021. Et si nous regardons les politiques qui permettent à la fois le dépistage et le traitement, il est intéressant de se rendre compte qu'il y a eu une réduction du pourcentage de morts liées à l'hépatite B et il est prévu qu'elle se maintienne, cette réduction, d'ici à 2030, si nous comparons avec les chiffres de 2015. Lorsque la prévention est mise en œuvre, le programme de prévention est mis en œuvre dans sa totalité, ce sont 20% des morts, des décès dus à l'hépatite B qui sont évités. Quels sont les défis et les recommandations qui peuvent être émises? La politique nationale d'appui au traitement a été développée. Nous avons augmenté le caractère abordable des médicaments et la disponibilité des fournitures. Nous avons vu que les prix des médicaments ont baissé de façon drastique et que les traitements de première ligne pour l'hépatite B ont été inclus dans l'assurance nationale de santé. Un comité de travail a été établi pour promouvoir l'élimination de l'hépatite virale au sein de l'association des médecins de prévention chinoise. Des provinces comme celle de Hainan ont aussi lancé des programmes d'élimination de l'hépatite virale. Et parmi les défis, nous avons notamment le fait d'augmenter la couverture de ces programmes de dépistage et de traitement qui est encore limité jusqu'ici. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis disponible pour répondre à quelques questions que ce soit. Nous allons prendre toutes les questions à la fin. Merci beaucoup, Fouchang. Je voudrais avancer à la perspective de revenus qui sera présentée par Nora Terrell de l'Université de la Californie du Sud. Nora, à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous et je voudrais remercier les organisateurs. Alors, je vais viser aussi les informations des États-Unis et du Canada. Par rapport à la prévalence, c'est largement pour les naissances qui se font des pays étrangers, dans la charge qui se montre à gauche. Ici, vous pouvez voir que l'estimation, c'est 1,8 million avec une couverture à 2,4 millions, mais c'est 80%, c'était des naissances des étrangers. Et vous pouvez voir à droite, premièrement, c'est la région d'Asie, mais nous avons aussi des représentations des Amériques et aussi de l'Afrique. Et de 2009 à 2018, il y a eu une augmentation et ceci continue à être une autre source aux États-Unis. Alors, maintenant, c'est faire le diagnostic que nous voyons ici. NHANES, c'est l'enquête ou le sondage de population aux États-Unis qui n'est pas institutionnalisé. Ce que vous pouvez voir, c'est que les estimations des dépistages, on a identifié 1,3 million qui ont été identifiés. Mais lorsqu'on a demandé s'ils sont conscients de leur infection, 34% étaient conscients et 28% n'ont jamais été traités. Et on peut les associer lorsqu'ils étaient conscients ou non, en étant membres de la communauté des États-Unis, étaient ici les variables ou les différents facteurs.
le Canada a un système de santé qui a l'habilité ou qui n'est pas un problème pour avoir accès. Ici, des données similaires, 61% ont été, et c'était parmi les immigrants. Et ici, vous pouvez voir que la population vient de l'Asie ou du Pacifique Est. Et vous pouvez voir ici que 31 ont été diagnostiqués, étaient conscients de l'infection, 98% étaient dans un système de suivi ou de soins et 7% avaient uniquement commencé un traitement. Et c'est que sont beaucoup plus engagés au niveau du traitement dans les résidents, en tout cas des résidents permanents du Canada. Alors, ceci nous parle de l'apprentissage, de l'importance des dépistages et des communautés, et que lorsque nous voyons les possibles brèches, c'est important, non seulement ce dépistage pour l'hépatite B, mais d'autres étapes, par exemple pour le HCC, le dépistage HCC. Ici, vous avez à New York, et il y avait des Asiatiques et des Afro-Américains. Alors, 73% pour l'hépatite B, seulement pour HCC. Lorsqu'on leur a demandé quelles sont les barrières pour leur offrir un traitement, vous pouvez voir qu'il y a un manque de guides. C'était la barrière la plus commune, la plus courante. C'était d'autres priorités et d'autres restrictions en termes de la capacité de faire le soin correct. Il y avait trop de brèches, par exemple les connaissances et les risques d'avoir d'autres choses qui sont en cours. Une fois que le diagnostic est fait et que les patients, il faut assurer le suivi, alors nous avons cherché, une fois que les personnes ont été diagnostiquées, il faut faire une bonne évaluation doivent être déterminés s'ils sont éligibles pour des traitements, et ça dépend dans les différents critères. Alors, ALT ou HBV, DNA, de ceux qui sont 12 000 qui ont été avoir une infection d'hépatite B chronique, 72%, une évaluation adéquate à tout moment, et seulement 51%, c'était des tests adéquats dans les 12 derniers mois. Et lorsqu'on voit les prédictions par l'évaluation, vous pouvez voir que les Asiatiques, par rapport à d'autres groupes ethniques, il y avait d'autres évaluations, et comme des individus étaient de fournisseurs comme GIA. Et ce qui concerne les traitements, les guides et lignes directrices aux États-Unis et dans d'autres pays de haut revenu sont ALT, HBV ou DNA au niveau des étapes de la maladie. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que les critères premiers, c'était patients en 20 000 sur 2 000. Sur ATL, ils avaient beaucoup plus de 2 sur 2 fois et d'autres niveaux beaucoup plus élevés. Et tous ceux qui ont une cirrhose ont été une fibrose modérée à être traités. Comment est-ce que nous le faisons dans les pays à haut revenu? Nous ne le faisons pas aussi bien que nous le voudrions. C'est une belle étude qu'il y a plus de 12 000 et vous pouvez voir que de 100% qui ont une hépatite B chronique, il y a des critères, seulement 60-65% sont traités à tout moment. Et à droite ici, vous pouvez voir que la même chose dans le système de santé identifié et les critères. La première chose à dire, c'est que il y a presque un quart n'avait pas suffisamment d'informations pour être éligible à un traitement. Et bien sûr, de ceux qui ont suffisamment d'informations,
seulement 1168 étaient traitement éligibles. Il y a 67% étaient traités et 33% non traités. Alors, c'est seulement un tiers de personnes sont éligibles, même avec les lignes directrices. Et un des éléments qui émerge, aussi, il y a une partie qu'on appelle dans les zones grises. Ce sont des individus qui ont les niveaux de ALT ou le niveau de DANA. Et dans cette étude particulière, presque 40% des patients vont tomber dans cette zone grise, mais pas clairement. Ils ne sont pas actifs, alors ils sont entre les deux. Est-ce qu'ils sont traités ou non? Et important, dans les périodes de temps de 5 ans, vous pouvez voir que 3/4, ils restent encore indéterminés. Ça veut dire que sur des longues périodes, on ne sait pas s'ils vont être traités ou non. En termes d'avoir un traitement et qui peuvent bénéficier. On souligne cette possibilité pour les lignes directrices et améliore la capacité de nos traitements et de ceux qui sont éligibles. Pour résumer, les solutions dans les pays à haut revenu, le dépistage, c'est encore un manque de conscience, de diagnostic, et tous les adultes, au moins, il faut le faire dans les critères qui sont basés dans en ce qui concerne le monitoring. Il n'y a pas un manque de monitoring et on doit fournir une éducation, particulièrement parce que nous devons augmenter notre capacité et nous ne pouvons pas le faire tous par des spécialistes et il faut le faire à partir de fournisseurs. Et finalement, il y a un manque de traitement pour les patients éligibles et nous devons faire, les traitements ne doivent pas passer par autant de décisions et pour ce groupe qui est éligible. Merci beaucoup. Merci beaucoup de partager cette expérience avec les pays de haut revenu et les différentes brèches et le diagnostic pour le traitement. Et nous allons avoir la discussion. Mais notre prochain, Danjuma Ada, qui est le président de l'Alliance mondiale de l'hépatite, et il va partager les perspectives qui vivent avec l'hépatite B et l'accès aux soins et aux traitements. À toi, Danjuma. Partager la perspective et accès au traitement. Et je voudrais dire que sur le temps, les patients ont toujours senti d'être oubliés ou qu'ils ne vont pas être pris en compte dans le système de santé. Et c'est un des facteurs en limitant l'accès aux soins. Alors, l'hépatite B ou la prévalence est très diverse et tout autour du monde est parmi les plus élevés dans les groupes minoritaires. Et dans les pays à haut revenu qui sont les plus touchés par les populations, mais si vous le voyez dans les pays à bas revenus, c'est beaucoup plus généralisé. Il y a encore beaucoup de problèmes auxquels ils vont avoir pas suffisamment d'accès pas non seulement la perspective des patients, mais c'est la stigmatisation. Les patients, dans la plupart, je parle relié directement à l'hépatite B. Pour moi, je ne veux pas être... Et comment est-ce que ce virus, pour finir ma vie, et comment est-ce que les patients, vous avez de l'hépatite, vous êtes une personne morte? C'est une phrase finale. Ce manque d'information, il va des gens qui vont se rendre. Et la partie complexe dans le système, le langage scientifique n'aide pas non plus dans des patients qui vivent dans des domaines
peut-être il y a un manque d'information et la plupart, il y a des lignes directrices, des termes trop scientifiques qui ne sont pas simplifiés pour vraiment comprendre facilement. Et c'est facilement parce que les patients n'ont pas suffisamment pour éduquer les patients de ce qu'ils ont besoin de savoir. Et c'est une barrière dans la plupart de ceux qui n'ont pas accès aux soins. Et en disant cela, la diversité dans l'hépatite B se réfère aussi au niveau, en parlant de disparité ou des inégalités. Les lignes directrices au Nigeria, où l'hépatite B coûte autour de 18 $ et il y a des patients qui vivent avec moins d'$1 par jour. Alors, ils ont un besoin pour payer le loyer, la nourriture, l'éducation des enfants. Alors, vous ne pouvez pas aller payer 18 $ pour un diagnostic. C'est complètement en dehors de leur budget. En Afrique et dans la plupart des pays qui ont de faibles revenus et le système de santé, ils n'ont pas d'assurance santé. Ces diagnostics, pour la plupart des patients, ils pensent il n'y a pas de guérison. Et combien est-ce que vous allez dépenser et ce qui va concurrencer la pauvreté, les problèmes de famille. Et c'est un problème pour la plupart. Et par rapport au dépistage, la plupart qui n'ont pas d'accès à ces tests. Un exemple en Afrique, au Nigeria, la plupart sont localisés dans des zones spécialisées où les patients ne vivent pas. Et le système primaire de santé n'ont pas des plateformes de dépistage. Alors, les patients pensent le transport dans des centres spécialisés. Le coût de transport, le coût d'y aller, les patients, ça prend, par exemple, d'avoir le résultat d'un test PCR, peut-être 1 mois ou 2 mois. Et les populations cherchent ils vont, par exemple, dans d'autres centres qui promettent des guérisons immédiates et qui n'ont pas d'accès parce que les patients ne reviennent jamais, ils vont dans d'autres systèmes de santé. Et nous le voyons tous les jours. Nous voyons des courriels que nous ne pouvons pas payer, par exemple, en Afrique, au Nigeria. Par exemple, pour le traitement pendant 1 mois, ça coûte 30 $. Alors, un manque d'information et je crois que les patients qui ont ce sens d'appartenance, lorsqu'ils se voient comme des partenaires avec la co-création, ils ne voient pas l'importance qu'il leur est donnée. Et le patient, c'est seulement comme une expérience. Il n'y a pas de sens d'appartenance où vous êtes important, vous êtes un partenaire égal dans le système de santé. Et dans la plupart des cas, le traitement racial des patients, le docteur va leur donner la prescription et il n'y a pas cet accès à ce besoin. Dans la communauté, où ils vont avoir d'autres guérisons et il y a trop d'éléments. Nous commençons avec la limitation pour le patient, l'autostigmatisation. Et je vous donne, quand j'ai été diagnostiqué, ce n'était pas facile. Et lorsque je commençais à chercher et comprendre, ce n'était pas la fin de ma vie, ce n'était pas la fin, mais d'avoir l'effectivité d'un traitement, le système de santé, vous découvrez pour
différentes barrières administratives d'enregistrement, y compris pour les cliniques. Toute la journée est perdue. Nous devons voir des systèmes de santé qui sont multiples, le coût de traitement, le coût de diagnostic, le centre spécialisé et décentralisé, les communautés, et ensuite le manque de simples explications dans les langages avec les lignes directrices, la discussion entre le patient. Ce sont des choses qui doivent être considérées. Et dans la co-création, et pas vu comme vous traitez un virus et pas la personne, comme une partie importante qui doit être traitée, non seulement comme le virus, non seulement la maladie. Merci pour cette opportunité et merci d'avoir partagé. Merci beaucoup, Danjuma, pour cette perspective, spécialement venant d'Afrique. J'aimerais maintenant introduire Mark Harrington, qui est très connu dans la communauté du VIH. Et il va partager un document autour de l'évolution dans le traitement du VIH. Je crois moi-même partager son diaporama. Merci beaucoup, Sue. J'apprécie grandement l'invitation qui m'a été adressée. C'est un honneur de parler devant vous aujourd'hui. Je vais vous fournir un peu de perspective et d'arrière-fond en ce qui concerne le traitement, l'activisme qui a permis de promouvoir le traitement du VIH au cours des dernières années. Il a été question d'une emphase ou d'une mise en évidence de l'importance de l'intégration verticale du traitement pour l'hépatite, et spécialement dans la mesure où elle est curable. Dans notre cas, ça fait environ 30 ans que nous avons lancé le processus en ce qui concerne le VIH. Je vais vous montrer une image par rapport au développement du... on ne voit pas pour le moment. Développement d'un vaccin contre un bacille. Le fait est que la recherche se produit lorsqu'il existe une demande sociétale à son égard. Le vaccin qui a été développé en France, au moment où la tuberculose était l'un des principaux facteurs de mort dans ces sociétés et qui affectait à l'époque surtout les femmes et les enfants. C'est la raison pour laquelle, pendant tout un temps, il n'a pas été considéré crucial ou prioritaire de l'affronter. Mark, can you see the slides? No, I cannot. Can the audience see the slides? Oh, Nous ne voyons pas les diapositives pour le moment. Je crois que nous avons besoin d'une main secourable de la part des techniciens. Oh, hold on one second. Maybe I'm not sharing. Excuse me. Hold on. Je crois que c'est moi qui n'étais pas en train de partager. Voilà. Nous pouvons, voilà, mettre le projecteur. Donc, je voulais évoquer certains des éléments de preuve pour l'activisme en faveur de la recherche envers le VIH. Il y avait un accord universel sur le fait que, ou il existe un accord sur le fait que la recherche envers l'hépatite est sous-fondée par rapport aux besoins et aux potentiels qui existent, même si des vaccins pour l'hépatite B ont été disponibles depuis les années 80, il n'y a pas encore de traitement comme tel de l'infection. Et même si l'infection par l'hépatite C est soignable depuis 2013, il n'y a pas encore de vaccin pour cette infection. Donc, on a une situation renversée.
dans le cas d'une hépatite par rapport à l'autre. Il y a eu des travaux qui ont été et des initiatives qui ont été adoptées pour pousser en faveur de la lutte contre ces maladies, mais qui n'ont pas encore porté leurs fruits parce qu'elles ont été, les initiatives de pression, pourrait-on dire, de la société civile, dans notre cas du moins, ont été interrompues d'une manière un peu précoce. Nous devons reprendre ça. Un principe clé dans le cas du mouvement de lutte contre le sida est le fait de s'impliquer comme communauté et à partir des communautés le plus tôt possible et fréquemment. Le fait que l'engagement communautaire est la chose correcte à faire, que c'est éthique et que c'est utile. Les trois éléments, correct, éthique et utile, et que ça sert d'instrument pour que des recherches scientifiques soient effectuées. C'est comme un aiguillon dans ce sens-là. Il existe une série de documents qui mettent en évidence, qui soulignent pourquoi les populations ont le droit et le devoir, pourrait-on dire, de s'impliquer en tant que communauté. Ici, nous en listons 8. Tout d'abord, le fait que les populations ont le droit de participer à la recherche médicale, autant que ceux qui sont eux-mêmes soumis à des essais médicaux. L'engagement communautaire aide à assurer que la recherche produit une valeur sociale. Donc ça, ce sont des documents de recherche, hein, des publications qui ont été effectuées. 3. Les communautés qui se sentent connectées à la recherche vont plus vraisemblablement participer aux études cliniques. 4. Les partenariats réciproques entre communautés et chercheurs construisent des relations durables. 5. Les communautés peuvent informer du développement des produits, ce qui aide à assurer que les nouvelles technologies prennent en compte les priorités des populations affectées. Les communautés qui comprennent que la science est mieux positionnée grâce à leur action peuvent intervenir plus efficacement envers les gouvernements et d'autres bailleurs de fonds. Donc là, c'est une liste de recherches de papiers qui peuvent être consultées. Nous mettons en évidence aussi, et nous illustrons les bénéfices très larges de la science par rapport à la tuberculose dans ce cas-ci. On voit que on apprend, ça c'est une citation du docteur Fauci, qui s'est rendu célèbre dans le cadre de l'épidémie de Covid. Tout ce que nous faisons par rapport à n'importe quel pathogène est accéléré par ce que nous avons appris dans le cas du VIH. Un autre document ici. Comprendre et se faire l'écho d'un agenda de recherche basique, de sciences basiques et cliniques. En 1992, la recherche nous a permis de découvrir comment le pathogène de l'hépatite B vit dans le corps et comment identifier sa présence. Pour déterminer si la personne, même si elle était asymptomatique, était déjà porteuse du virus. Donc on l'identifie au moyen de ces petites particules blanches. Et même si à l'époque, mon système immunitaire était encore en bon état, on a pu identifier que on pourrait dire le germe de la maladie était déjà présent en MI. À droite, c'est une focalisation sur une cellule de mon système immunitaire, un globule blanc. Et c'est un moment, en fait, lors duquel on n'avait pas encore établi de manière stricte la relation entre le VIH et le sida, la cause du sida. Et ça permet de voir comment le pathogène de l'hépatite B
vit et se reproduit, entre guillemets, de façon heureuse dans notre organisme. Ici, je vous montre les différences entre un globule blanc de mon propre organisme en 1992 et à droite, comment ça s'était développé 4 ans plus tard. Et en l'occurrence, on ne retrouvait plus, 4 ans plus tard, la moindre trace de ce pathogène. Donc, même si je n'avais pas été soigné de manière complète, la charge virale était devenue indétectable. Et c'est quelque chose qui m'a incité à accélérer les progrès dans le domaine de la détection et des traitements. Voici une diapositive un peu spectaculaire qui présente la façon dont des communautés et des coalitions peuvent exiger des changements de la communauté scientifique et des décideurs politiques. Lorsqu'ils se font l'écho de leurs besoins en tant que population affectée. Le point important ici est qu'il est nécessaire de former des coalitions afin de s'adresser aux scientifiques. Et c'est notre expérience dans le cas de notre alliance autour du VIH qui a pratiqué ce genre de choses pendant 32 ans déjà. Une autre stratégie est de manifester. Là, on voit un groupe de personnes d'une campagne en faveur de l'action pour des traitements en 2017 qui demandait l'adoption de traitements pour la tuberculose multirésistante au traitement. C'est une manifestation qui a eu lieu en Afrique du Sud. Et ça a abouti par le fait de mettre en œuvre l'un des programmes les plus vastes de traitement du VIH, dont la tuberculose était une co-infection, qui n'ait jamais été mis en place. Lorsque je parlais avant, lors de la planification de l'événement avec Sue, j'ai identifié comment étaient encore assez peu claires, assez floues, les lignes directrices par rapport aux exigences envers la recherche qui puisse appuyer les traitements à partir des découvertes scientifiques. On voit qu'en 1996 a été publié un document sur le développement des thérapies antirétrovirales actives. De 1997 à 2007, il existait une incertitude quant au fait de quand entamer ce type de thérapie. Puis en 2007 a été lancée l'étude SMART de temporalisation stratégique qui permettait de financer ce type de thérapie. Et en 8 ans, cette étude a inclus un grand nombre de pays et a permis de fournir des résultats qui ont été vraiment une pierre de touche dans l'évolution. En 2015, les résultats ont montré qu'il était important de lancer le plus vite possible ce type de thérapie. En 2016, l'OMS, grâce à l'étude en question, a recommandé un traitement pour le VIH destiné à tout le monde. Et aujourd'hui, 2022, nous avons 28,5 millions de personnes sur les 38 millions de personnes affectées par le VIH qui reçoivent cette thérapie et cette thérapie sauve des vies. Donc, on voit comment des publications scientifiques et des recherches dans ce champ permettent parfois d'être les aliments, ce qui permet le départ de feu, en somme, dans le sens de l'adoption de décisions politiques de grand impact.
Ici, ce sont donc quelques exemples que je vous ai partagés de la manière dont la sensibilisation et les démarches dans le sens d'une incidence politique à base communautaire et à partir de la société civile peuvent fournir des résultats fructueux. Donc, j'ai été infecté aussi par l'hépatite B en 1980 et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir avoir accès à un traitement à cette époque-là. Beaucoup de personnes au cours des années ont eu des difficultés bien plus grandes encore pour se libérer du virus du sida. Et j'ai reçu une assistance notamment par chimiothérapie. Merci beaucoup à Sue de m'avoir invité à cet événement et d'avoir accompagné tout le processus préparatoire à cette présentation. Un grand merci. Merci à vous, Mark, pour cette présentation de grande importance autour des leçons, des enseignements appris à la suite de vos décennies de lutte dans le champ du VIH et la façon dont nous pouvons nous en inspirer pour l'approche qui concerne l'hépatite. Je vais transmettre la parole à la coprésidente Philippa. J'aimerais encourager tout un chacun à laisser exprimer vos questions à l'adresse des intervenants via la plateforme électronique de ce sommet. Vous avez peut-être entendu que toutes les informations, toutes les discussions qui se seront déployées sur la plateforme, y resteront pendant 3 mois. Donc, il vaut la peine de vous exprimer de ce côté-là. Alors, à partir de ce que nous avons entendu de l'Éthiopie, de la Chine et des États-Unis aussi, et en étant nourri de ces perspectives des communautés de patients, il est très enrichissant de prendre en compte les résultats qui ont été obtenus. J'aimerais solliciter l'autorisation d'étendre un tout petit peu la longueur de notre séance pour que des questions puissent être prises en compte et que nous leur adressions des réponses courtes. Les défis les plus importants ont été ceux de la sensibilisation des communautés, assumer ou assurer une réduction du prix des médicaments, et toutes les perspectives qui ont été apportées à partir des différents pays confirment les défis auxquels nous avons affaire. En partant de l'Éthiopie, une question qui peut vous être destinée est: quelles sont les lignes directrices de la détermination des traitements afin d'étendre, de simplifier? Jusqu'où devrions-nous aller? Au moment où vous avez commencé dans un environnement hospitalier, quel effet de levier avez-vous tenté d'obtenir sur les infrastructures qui existaient dans le cas du VIH? Je mentionne simplement que est disponible le document d'actualisation des lignes directrices de l'OMS en la matière. Oui, à l'instar de ce que nous avons fait pour les lignes directrices de HEPC, des rondes de consultation ont été menées afin d'actualiser ces lignes directrices.
Et le premier élément, c'est d'étendre les critères d'accessibilité au traitement et le palier à partir duquel le diagnostic peut être posé. In terms of the Hep B DNA threshold, we were still at En ce qui 20,000. concerne le seuil en termes de ADN, là aussi, des changements ont été enregistrés, tout comme dans le domaine de la transmission materno-infantile. Qui, jusqu'ici, souvent requiert des investissements qui ne sont pas à la portée de nombreuses populations. En ce qui concerne l'hépatite C, là aussi, des avancées ont été obtenues. Nous disposons de moins de données, mais nous avons ici l'opportunité d'entendre de la part de chacun d'entre vous comment des services peuvent être améliorés à partir des données recueillies. Merci beaucoup pour l'occasion qui m'a été fournie de m'exprimer dans le cadre de ce sommet. À partir du programme de dépistage et des diagnostics des patients, l'OMS a été vraiment un acteur clé dans l'émission et la publication de ces lignes directrices. Et sur le plan du diagnostic, nous continuons à utiliser les tests basés sur l'acide nucléique, mais en relation avec l'objectif de l'élimination, les tests peuvent se baser sur une intervention pendant une période de temps relativement courte et la validation qu'apportent des experts peut certainement nous aider. Si les lignes directrices peuvent être publiées de sorte à appuyer notre processus, ça nous semble être un grand apport. For the TB programs which are being bought because TB has a big support from different funders, but the hepatitis B has no fund. Nous avons reçu un appui assez substantiel de la part de différents bailleurs de fonds. Et autant les intervenants du monde médical que les patients se sont rendus compte qu'il peut exister des disparités dans l'accès au traitement. Et ça requiert une intervention consistante. Des leçons importantes ont été dégagées. Dans les pays où l'efficacité des traitements a été accrue. Countries or the Ministry of Health cannot access or cannot support wide-scale screening or survey programs. Parce qu'un certain nombre de pays ne pouvaient pas avoir accès à des campagnes de dépistage à grande échelle. Countries high spots with hepatitis B, and we cannot access those patients. But once we are able to access and screen, mais à partir du moment où des pays ont réussi à accéder à des dépistages de coûts faibles, des lignes directrices de traitement simplifiées peuvent rentrer en ligne de compte et faciliter le processus. Merci. Je vais à Fouchang.
La Chine a répondu à certains défis. C'est très bien de voir la réduction des prix que nous avons eus, mais vous avez souligné que le traitement et la couverture est assez basse. Quelle est la barrière pour la remise de ce service, le manque de conscience de la communauté? Quelles sont les priorités à Fouchang? Je crois que c'est une excellente question. Comme dans d'autres pays, nous avons le traitement en Chine. Nous ne pouvons pas atteindre les buts pour 2030, mais en Chine, nous avons beaucoup fait beaucoup de travail dans la partie pédiatrique. Et nous avons trois problèmes. Nous n'avons pas une politique nationale pour le dépistage. Même s'ils ont une infection ou une maladie chronique, ils vont développer dans la cirrhose possible, mais ils pensent qu'ils peuvent guérir. Mais la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont un traitement qui peut prévenir et gagner du temps et pas sur nous devons améliorer notre travail avec la population. Nous devons avoir un système beaucoup plus simple, des lignes directrices beaucoup plus claires pour leur instruction, pour participer dans cette information et dans le système de santé. Je crois que ce sont les trois questions les plus importantes que nous devons apprendre en Chine. Merci, Fouchang. Et je vais avancer à Nora et lui demander sur la simplification des lignes directrices. Je me rappelle de ce que tu as mentionné avant dans d'autres discussions, qu'il n'est pas en cause dans la promotion d'étendre les critères. Est-ce que étendre les critères va résoudre le problème de ceux qui sont dans les critères d'éligibilité dans votre contexte de 20 à 30%? Simplement étendre les critères pour la solution? À toi, Nora. C'est difficile de savoir s'il y a un tiers qui n'est pas en traitement et pourquoi ils ne sont pas. Peut-être c'est une question d'avoir accès à des spécialistes. Je crois que comment est-ce que nous pouvons autonomiser et faire plus de ce management et dans les pays à haut revenu? Et c'est la capacité. Et à ce propos, nous pouvons prendre les décisions parce que dans ce système de santé, les docteurs sont très occupés, mais je ne dis pas qu'on ne traite pas toutes les personnes, mais qu'il y a des données qui peuvent donner un support à cela. Mais je crois que nous pouvons faire moins compliqué parce que nous avons ce niveau, cet autre niveau, et ça complique un peu l'approche. Mais je crois que nous pouvons simplifier, avoir des catégories très simples. Ce niveau et ce niveau vont être traités sans beaucoup de différence et sans ce besoin d'être très strict. Je veux pour avoir beaucoup plus de personnes éligibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être traités. Nous devons encore... le niveau de virus, c'est autour de 10 000 et que vous devez traiter. Je ne sais pas, c'est assez arbitraire de penser à ces 20 000 qui ont été traités. Entre 10 000 et 40 000, nous avons de données qui peuvent être traitées. Alors, peut-être avancer et viser ce groupe, à ces individus qui vont avoir un traitement indépendamment de leur niveau.
Et ensuite, penser un peu plus de manière sélective à ceux qui sont un peu en dessous de cette valeur. Et je crois que ce type de simplification, c'est où nous y allons. Je crois que nous voulons le faire de cette manière simple pour les médecins et un peu aussi pour les patients et comprendre un peu comment ils pensent et comment ils réagissent. Merci. Merci, Nora. Et je voudrais ajouter, Marc a dit, je crois que ce n'est pas dans votre diapositive, c'est que nous savons, en intégrant au DNA, et l'illustrer est très, très bien dans la partie immunologique et qui ne compte pas sur notre vivre avec l'hépatite B, mais me fait peur, mais nous pouvons avoir une cirrhose, un cancer, et je crois que comme patient, il y a que les patients, des préoccupations des patients. Et comme je le sais, comme Marc l'a dit, quelqu'un dans la partie grise, et j'ai vu les données, et ce n'était pas, et mon hépatologiste m'a dit, vous pouvez, il y a beaucoup encore d'urgence par rapport à ces patients, qu'il faut faire encore beaucoup plus de recherches et qui ne se reflètent pas dans les lignes directrices et avoir ces conversations avec les patients ou dans les nouveaux traitements, mais quelles sont les nouvelles recherches qui viennent par rapport à ce virus et apprendre un peu plus de ce virus. Ça va être, nous devons avancer à notre prochaine réunion et avoir ces discussions. Vous pouvez le faire dans la plateforme. Nous pouvons continuer à parler sur cela et j'espère que nous pouvons avoir sur les lignes directrices qui sont développées à l'OMS. Alors, assurez-vous d'inclure la voix des personnes qui vivent avec l'hépatite. Et je vous le laisse. Dernier commentaire, peut-être Marc et Nora. Il faut autonomiser les patients. C'est important lorsque nous améliorons les traitements et on prend conscience de cela et des soins qui n'existent pas. Et il faut d'abord le système de manière structurée. Nous devons décentraliser les services, mais l'autonomisation des patients est aussi très importante dans l'accès aux soins de santé dans ce contexte. Et le dernier commentaire, et vous pouvez faire le commentaire sur le chat et bouger sur notre prochaine réunion. Tu m'as inspiré. Quand est-ce qu'il faut commencer les traitements? Et si vous pensez au taux mondial des vies qui ont été raccourcies ou perdues, les possibles bénéfices des traitements qui peuvent contrôler l'hépatite B et la charge et qu'on peut éviter la transmission pour faire le dépistage et les traitements et les services primaires pour les gens qui sont chroniquement contagiés. Et en faisant cela, je voudrais ajouter, comme un supporter de tous vos efforts, d'avoir l'hépatite B sous contrôle. Et j'ai vraiment profité de cette participation et nous devons travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci, Marc. Et nous voulons travailler ensemble. Merci à vous tous, spécialement aux intervenants pour faire le temps de se joindre. Nous devons continuer dans les prochaines séances. Merci. Au revoir.